Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de modérer. J'adore ce mot, modérer, parce que il y a un côté pacificateur, en ce moment on en a besoin, ça fait du bien. Donc très heureux de modérer cette rencontre intitulée par nos amis de la Cité de la Réussite, Faire le pari de la confiance. Alors c'est un joli titre, c'est une belle injonction, mais c'est étrange. Il faudrait donc faire le pari de la confiance comme si ça n'allait pas de soi, de miser sur la confiance. En effet, l'idée de pari implique certes l'idée de conviction, il faut y croire, mais aussi l'idée d'incertitude. Comme chez Pascal, vous connaissez le célèbre pari pascalien, en l'absence de garantie certaine, au fond, on aurait plus à gagner finalement en prenant le risque de faire confiance qu'en choisissant de se murer dans une défiance instinctive, peut-être de circonstances, peut-être d'époque. Alors pourquoi est-ce qu'il faut parier sur la confiance et non simplement y croire et puis l'embrasser, la confiance? Eh bien parce que son contraire, ses antipodes, la défiance, se diffusent aujourd'hui à grande échelle dans nos sociétés occidentales aussi, j'allais dire. Défiance face aux institutions politiques, défiance vis-à-vis du modèle même de démocratie, défiance vis-à-vis de ce qu'on appelle les élites, défiance, pour ne pas dire haine, entre groupes d'individus, de religions ou d'ethnies différentes. La confiance, donc, est-ce que c'est juste une affaire de mathématiques? Un calcul entre les pertes d'un côté et les gains de l'autre? Ou est-ce que ça reste une affaire de cœur, de conviction, puisque la peur ou la défiance mobilise aujourd'hui, on le voit? Est-ce qu'on peut faire à notre tour de la confiance un moteur pour agir ensemble? Il y a un grand poète de l'Antiquité, Horace, qui disait « Qui a confiance en soi conduit les autres ». Mais est-ce qu'il s'agit de conduire les autres ou plutôt de travailler avec les autres, de collaborer et d'envisager un nouveau monde peut-être plus confiant en soi et en les autres? Pour en parler, pour y réfléchir, on a vraiment une grande joie d'ailleurs et l'honneur d'accueillir Jacques Attali, écrivain, président de Attali Associés et de France Positive. Marianne Barbalayani, présidente de l'Autorité des marchés financiers. André Comte-Sponville, philosophe, bien connu. Avec son cartable de philosophe. Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Bienvenue. Haïm Corsia, grand rabbin de France. Et Jean-Dominique Senard, président du conseil d'administration de Renault Group. Bienvenue à vous, chers invités. Bienvenue à la Cité de la Réussite. Bienvenue à la Sorbonne. Alors, comment ça va se passer? Très simplement, on va discuter un petit peu tous les 7, j'allais dire, et puis pendant 25-30 minutes, et puis on passera la parole aux étudiants qui nous entourent, à gauche et à droite, qui ont préparé des questions pour vous. Et puis on passera la parole à la salle. Vous aurez peut-être aussi des questions à poser à nos invités, sûrement d'ailleurs. Et on se quittera aux alentours de 18h20, car nous avons eu du temps en plus et nous en remercions l'organisation de la Cité de la Réussite.
Alors pour commencer, une première question à chacun de vous, un premier tour de table, un premier ressenti aussi sur l'intitulé de ce débat, faire le pari de la confiance. Alors je voudrais commencer par vous, Jacques Attali. Vous qui avez réfléchi sur les grands enjeux du monde contemporain, je pense à votre livre Le Monde, mode d'emploi, en 2023, publié chez Flammarion. Est-ce qu'on n'a pas, si je retourne un peu les termes, est-ce qu'on n'a pas au fond raison d'être défiant quand on regarde le monde qui nous entoure, quand on ouvre les yeux, réchauffement climatique, déclenchement de nouveaux conflits, persistance des anciens conflits, poussée des extrêmes, populisme, montée de la violence dans la société, rapport défiant, je le rappelais, face aux institutions, à l'information. Au fond, les mauvaises nouvelles s'accumulent tellement de toutes parts qu'on se dit, au fond, on a peut-être raison d'être défiant. Merci, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je dirais qu'il ne faut pas mélanger les termes. Il ne faut pas confondre défiance avec pessimisme et confiance avec optimisme. Vous avez un peu... Je n'ai pas parlé d'optimisme, hein, oui, je parle de défiance. Si, vous avez parlé de pessimisme implicitement dans la liste des sujets dont vous avez parlé. Pour moi, je dirais qu'il faut, pour faire court, qu'il faut être défiant à l'égard de tout le monde et créer les conditions d'être confiant en soi-même. C'est pour moi la clé de tout. Défiant à l'égard de tout le monde, parce qu'il faut en permanence mettre en doute, ça s'appelle l'esprit critique, mettre en doute la vérité des autres, mettre en doute la crédibilité de ce qui arrive, mettre en doute tout ce qui nous entoure. C'est même le fondement de l'esprit scientifique que l'esprit du doute. C'est le fondement de l'esprit scientifique, la défiance. Mais il faut créer les conditions d'avoir confiance en soi pour changer le réel. Et la confiance en soi, ça suppose, vous avez cité Horace tout à l'heure à juste titre, c'est très juste ce qu'il disait. La confiance en soi crée la confiance des autres et la confiance dans les autres. La confiance en soi, ça se construit d'abord sur un principe simple, ne jamais se mentir à soi-même. Alors, on peut se trouver dans certaines circonstances de la vie, être obligé de ne pas dire toute la vérité. Ça s'appelle parfois les secrets d'État, il m'est arrivé à vivre ce genre de situation, mais si on se ment à soi-même, on n'a pas confiance en soi, on est toujours aux aguets de ce qui peut nous arriver, on ne peut rien faire. Ne pas se mentir à soi-même, avoir confiance en soi, et à ce moment-là, on regarde le monde autrement, et on commence à avoir une lecture en disant « Tiens, celui-là, je peux lui faire confiance, parce que j'ai ses références, je vois ce qu'il dit, il est cohérent. » Les références et la cohérence sont les conditions de la confiance. Et à ce moment-là, on peut filtrer les choses. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui nous permettent d'avoir confiance. D'abord, la science fait des progrès extraordinaires. Le monde n'est pas perdu. Une société démocratique, efficace, réussie, n'est pas hors de portée. La dictature n'est pas garantie, n'est pas certaine. Les fausses nouvelles ne vont pas forcément l'emporter. Donc, avoir confiance en soi, d'abord, comme enseignant, c'est ce que j'ai toujours ressenti. Si vous n'avez pas confiance dans ce que vous enseignez, vous n'allez pas être crédible. Et donc la confiance en soi est la clé de la confiance dans le reste. Et à ce moment-là, on fait le bon filtre et on peut avancer. Petite précision quand même pour que ça soit bien clair, et puis on parlera justement du sens des mots, hein, puisque j'ai peut-être parlé implicitement des termes d'optimisme et de pessimisme, mais vous les avez, vous, mentionnés explicitement. Pourquoi il ne faut pas confondre optimisme, pessimisme, confiance, défiance? Pourquoi les deux couples, finalement, ne marchent pas en miroir? C'est très simple. Optimisme et pessimisme sont des attitudes de spectateur. Je prends l'exemple d'un match de foot. Si vous êtes un spectateur d'un match de foot, vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'équipe que vous soutenez. Elle va gagner, elle va perdre. Si vous êtes le joueur dans le match, vous avez confiance ou pas que vous allez gagner. Optimisme ou pessimisme sont des attitudes du spectateur, confiance et défiance sont des attitudes d'acteurs. Et nous sommes tous des acteurs. Et d'où la confiance en soi est clé pour ne pas se résigner à n'être qu'un spectateur de l'histoire. En revanche, être défiant vis-à-vis de tous les autres, confiant en soi-même, défiant vis-à-vis de tous les autres. Qu'on comprenne bien ce que vous entendez par défiant vis-à-vis des autres. Remettre toujours tout en cause, se poser la question de savoir si ce qu'il dit est vrai, à un certain moment. Donc c'est le doute plutôt, mettre en doute. Oui, c'est la mettre en doute, mais à un moment, il faut lâcher prise. Si on a constaté qu'un proche ou qu'un savant ou qu'un homme politique
dit assez souvent la vérité, on peut finir par le croître durablement, mais en étant toujours aux aguets. L'autre, comme soi-même, peut toujours mentir. C'est pourquoi il est très important d'avoir l'humilité, si on demande aux autres de ne pas mentir, de commencer par mentir aux autres et d'abord à soi-même. Très bien, aux aguets, j'aime bien cette expression. Merci Jacques Attali pour ce premier jalon. Je voudrais donner la parole à, puisqu'il est question de sémantique aussi, c'est vrai qu'un bon débat n'est bon que si on s'entend sur le sens des mots. Et je donne la parole au philosophe André Comte-Sponville. Bien, bonjour à tous. Alors, en tant que philosophe, évidemment, on pourrait envisager une éthique de la confiance. Eh bien, je crois que le point de départ que je soumets à notre réflexion commune, c'est que la confiance n'est jamais un devoir et pas toujours une vertu. Elle n'est jamais un devoir, ça veut dire que nul n'est tenu de faire confiance et que personne n'a le droit d'exiger que je lui fasse confiance. Et ce n'est pas toujours une vertu, parce que ce qui est une vertu, ce n'est pas de faire confiance, c'est de mériter la confiance. La vertu, ce n'est pas d'être confiant, c'est d'être fiable. Et c'est pour ça que dans mon petit traité des grandes vertus, il n'y a pas de chapitre sur la confiance, parce que justement, la confiance n'est pas toujours une vertu. Preuve en est que nous apprenons à nos enfants qu'il ne faut pas suivre les inconnus dans la rue. Il faut bien que nos enfants sachent qu'il existe des pédophiles, des violeurs, des assassins. Autrement dit, on leur enseigne la défiance. Et on a raison. Et en même temps, chacun sait bien qu'un monde où personne ne ferait confiance à personne, ça serait un monde impossible. Alors, dans la finance, on en parlera, mais ce serait une catastrophe. J'avoue que naïvement, je fais confiance à mon banquier. Bon, il peut arriver une fois de temps en temps qu'on ait tort, mais l'expérience prouve qu'en gros, il y a eu un commentaire, quelle erreur à votre droite. Et donc, la confiance n'est pas toujours une vertu, mais l'incapacité à faire confiance est clairement un défaut. Et donc, il y a une bonne confiance et une mauvaise confiance. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Et pour y voir plus clair sur la confiance, je crois qu'il est utile de réfléchir aux deux contraires de la confiance, qui sont la méfiance d'une part et la défiance d'autre part. Dans la langue courante, les deux mots sont interchangeables, ou plutôt méfiance est le mot de très loin le plus fréquent, défiance est un peu une rareté. Il se trouve que Littré, dans son illustre dictionnaire, propose une distinction entre ces deux notions, entre ces deux mots, que je trouve éclairante. Je ne prétends pas du tout imposer le respect de cette distinction dans nos débats, mais c'est pour éclairer le fond des choses. Après, chacun est maître de son vocabulaire. Toujours est-il que Littré écrit ceci: la méfiance fait qu'on ne se fie pas du tout. La défiance fait qu'on ne se fie qu'avec précaution. Le défiant craint d'être trompé, le méfiant croit qu'il sera trompé. Autrement dit, la défiance, c'est bien, c'est une vertu, c'est un peu ce qu'évoquait Jacques, ne pas croire les gens d'entrée de jeu, ne pas faire confiance, ce que Spinoza a résumé dans sa maxime en latin, caote, méfie-toi. Fais attention, prends garde, méfie-toi. Mais il faut savoir faire confiance à ceux qui la méritent, sinon on n'est pas défiant, on est méfiant. Alors, système mnémotechnique pour me rappeler la distinction entre les deux, parce que sinon j'oublie vite. Méfiant, ça commence par un M comme mal. Et donc la méfiance, c'est un défaut, c'est l'incapacité à faire confiance à quiconque. La défiance est une vertu qui consiste à ne faire confiance qu'à ceux qui la méritent, ceux qui supposent qu'on les connaît assez bien pour leur accorder cette confiance légitime. Ça ne veut pas dire qu'on ne garde pas un certain doute par derrière soi. Je comprends bien la prudence de derrière de Jacques Attali, mais voilà, être incapable de faire confiance, c'est une faiblesse, c'est une petitesse. Faire confiance à n'importe qui, c'est ce qu'on appelle la crédulité. Et la crédulité, c'est tellement un défaut. Et donc, on pourrait dire, dans la façon d'Aristote, que le crédule pêche par excès de confiance. Et le méfiant pêche par défaut de confiance. Et la vertu, comme toujours chez Aristote, est dans le juste milieu, comme une ligne de crête entre deux abîmes. Le juste milieu, c'est la défiance, c'est-à-dire la confiance, mais la confiance raisonnée, vigilante, informée, attentive. D'ailleurs, les philosophes, si je pense à Descartes, dont l'une des maximes était « j'avance masqué, larvatus prodeo », j'avance masqué, et finalement, en écoutant les philosophes, on n'a pas tellement envie de faire confiance. Quelqu'un qui vous dit « j'avance masqué », j'avance masqué, on hésite à l'inviter chez soi. J'avance avec assurance dans la vie. Ah, c'est ça. J'avance avec assurance dans la vie. Oui, parce que c'est encore une autre approche qu'on pourrait développer.
Spinoza a dit il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Là, on Et donc, retrouve l'optimisme. Quand on a une peur sans rien espérer, c'est plus une crainte, puisqu'il n'y a plus d'espoir. C'est ce que Spinoza appelle le désespoir. Et quand il y a un espoir sans crainte, c'est plus un espoir, puisqu'il n'y a pas de crainte. C'est ce que Spinoza appelle la sécurité, ce que Descartes appelle l'assurance, ce que j'appelle la confiance. Alors ça, la sécurité, c'est très bien. Faire confiance à quelqu'un, c'est en quelque chose espérer qu'il sera à la hauteur, qu'il ne va pas me trahir, mais on en est tellement certain qu'il n'y a pas de crainte. Par exemple, j'ai confiance que Chaim ne me trahira pas, ne va pas me calomnier. Voilà. Alors, Chaim est d'accord d'ailleurs. Parce qu'il se trouve qu'on se connaît. Voilà. Et donc, je peux faire confiance. Et donc, voilà. Donc, la confiance, c'est plus qu'un espoir. C'est un espoir tellement informé, tellement bien fondé qu'il n'y a plus de crainte. C'est ce que j'appelle la confiance, et c'est pour ça qu'on a besoin de confiance dans la vie. Merci André Comte-Sponville. Vous évoquiez votre banquier, et la transition est toute trouvée pour m'adresser à Marianne Barba-Layani, présidente de l'autorité des marchés financiers. S'il y a bien un domaine où la défiance peut être catastrophique, c'est bien sur les marchés financiers, sur la baisse d'un cours de bourse, la faillite d'une entreprise, d'un État. Certains font des paris là-dessus, puisqu'on n'a pas encore parlé de paris, hein, on y viendra aussi. Le monde de la finance, je pense à un ancien candidat de la République, est parfois vu comme l'ennemi. C'était l'expression « la finance, c'est mon ennemi ». C'est une tendance aussi qui est parfois la défiance dans le monde de l'économie, de la finance, des élites financières, qui est alimentée aussi, on l'entend, par les discours populistes et qui empêche souvent la tenue d'un dialogue serein qui permettrait peut-être de réformer la finance, s'il faut la réformer, tout en valorisant aussi son rôle et ses mérites. Alors comment, Marianne, peut-on lutter contre cette défiance un peu endémique vis-à-vis de la finance, mais aussi comment lutter contre la défiance sur les marchés financiers même, où tout est objet de paris, de spéculation aussi parfois. On parie à la baisse, on parie sur la hausse. Comment on fait ? Alors d'abord, vous avez tout à fait raison, il n'y a pas de finance sans confiance. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a perte de confiance, on ne sait plus mettre fin à une crise. La seule manière de mettre fin à une crise financière, c'est de restaurer la confiance. Donc, on a parlé de confiance individuelle. Là, il est question de confiance collective. Et comment, pour essayer de répondre simplement et rapidement, comment est-ce qu'on peut traiter la question de la confiance dans la finance ? D'abord, évidemment, ça passe par l'éthique. Ça passe aussi par quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué et que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, c'est les tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on fait tellement confiance dans la finance qu'on a trouvé nécessaire d'abord de prendre énormément de textes pour la réguler, mais aussi de confier à des tiers qui sont des régulateurs, qui sont des entités publiques, qui sont très généralement des autorités indépendantes. On a confié à ces tiers de confiance qui portent souvent le nom d'autorité. Donc l'autorité est aussi un élément de la confiance. On leur a confié le rôle de réguler la finance pour que l'on puisse avoir confiance. Évidemment, on a en tête un certain nombre d'éléments, dont un relativement récent qui montre à quel point cette question de la défiance dans les institutions ou dans les choses les plus fondamentales qui fondent nos sociétés se manifeste vis-à-vis de la monnaie. Un des plus grands succès du monde financier ou parafinancier, c'est les cryptoactifs. Il y a aujourd'hui en France plus de gens qui détiennent des cryptoactifs que des actions cotées en bourse. Quelle est la valeur des cryptoactifs ? Sur quoi se fonde la valeur des cryptoactifs ? Que financent les cryptoactifs ? À toutes ces questions, la réponse c'est rien. Et pour autant, je ne critique pas, d'ailleurs je régule, pour autant, cela a attiré beaucoup. Alors c'est un des symptômes de la défiance ou de la volonté de défiance, je parle de volonté de défiance, vis-à-vis des institutions, puisque ce sont des actifs qui ont été créés par des libertariens,
qui ont considéré qu'il fallait mettre fin au dernier outil d'oppression de l'univers public vis-à-vis de la société, qui étaient les banques centrales. Les banques centrales qui sont des entités publiques. Et donc, pour mettre fin à l'oppression insupportable des banques centrales, il fallait créer des monnaies, terme qui n'est pas employé par le monde de la régulation vis-à-vis des crypto-actifs. On parle d'actifs, pas de monnaie. Enfin, en tout cas, dans l'esprit des fondateurs... Crypto-monnaie, vous ne le dites pas, vous? Non, jamais. Non, voilà. Ce sont des crypto-actifs. Voilà. Les gens se actifs demandaient si c'était la numériques. même chose. Les gens qui ont beaucoup de crypto-monnaies se demandaient si c'était la même chose. Bah, c'est la même chose. Non, parce que vous ne pouvez pas aller acheter votre pain avec un crypto-actif. Pas encore. Donc, c'est quand même très fondamental, hein, parce que la monnaie, c'est quand même un des 2 ou 3 trucs qui fondent une société et qui fondent la confiance d'ailleurs. Hein, toute la monnaie. La tous monnaie les ou échanges l'or. monétaires. Aujourd'hui, on voit un retour En de or, l'or, justement, en qui dépasse la monnaie, justement. Mais là, On on revient. parle d'actifs qui ont été créés sciemment, délibérément, pour détruire le système monétaire classique qui repose sur les banques centrales. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit la raison majeure qui conduise tous les gens dont j'ai parlé qui achètent des cryptoactifs à acheter des cryptoactifs. Il y a un élément de pari. On parle de pari. Il y a un élément de pari. J'achète des cryptoactifs parce que j'espère gagner de l'argent en investissant dans les cryptoactifs. Mais il y a effectivement ce phénomène aussi de tentation, de défiance vis-à-vis des institutions. Vis-à-vis des institutions que représentent les banques centrales, qui jouent un rôle absolument majeur. On reparlera peut-être d'un autre élément de confiance, qui est justement le rôle de ceux qui garantissent in fine, que ce soit l'État ou les banques centrales, mais en tout cas, l'objectif ou l'idée que finalement, je fais plus confiance dans quelqu'un qui a 32 ans, c'est pas un mal, hein, j'aimerais bien avoir 32 ans aussi, mais, et qui a créé un cryptoactif que dans un bon vieux banquier central avec son costume gris, ça nous interpelle. Et je crois que c'est aussi au cœur du débat qu'on a aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette confiance dans les institutions, ou plutôt cette défiance dans les institutions, elle trouve un écho? On garde cette question-là pour y répondre après, comme ça on a le temps un peu d'y réfléchir, effectivement, parce que c'est vrai, c'est tout à fait symptomatique. Je me tourne vers vous, Jean-Dominique Senard, vous êtes président du conseil d'administration de Renault Group. Le chef d'entreprise doit-il résolument faire le pari de la confiance, sinon ça ne marche pas? Merci beaucoup de m'inviter dans ce panel impressionnant. Je ne peux aujourd'hui que vous apporter le témoignage d'un chef d'entreprise fondé, si possible, sur des expériences concrètes. Voyez-vous, si on parle de défiance et si on pense que ce n'est pas quelque chose, je dirais, d'absolu, alors en effet, le chef d'entreprise a un devoir qui est de rétablir la confiance en faisant 2 choses. La première, c'est qu'il doit apporter des réponses à une demande incroyablement intense de sens, et Dieu sait si on a traité de ce sujet depuis quelque temps ici. Et ce sens est au cœur du débat de la confiance. La deuxième chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit avoir une attitude comportementale qui couvre, je dirais, 3 grands aspects qui sont le courage, l'humilité et, si possible, je dirais, fondamentalement, la capacité de se remettre en cause. Voyez-vous, le sens. J'ai eu l'honneur de rédiger un rapport il y a quelques années avec Nicole Notat sur le rôle de l'entreprise. Il en est ressorti un élément incroyable d'attente, de sens collectif. Et au fond, la responsabilité du chef d'entreprise à ce moment est apparue très clairement. C'est à lui et à son équipe rapprochée de donner ce sens collectif à travers ce qu'on a redit comme étant central, c'est-à-dire la raison d'être. Ce joli mot français qui était finalement assez peu usité et qui a pris à ce moment-là une forme d'ampleur qui me réjouit aujourd'hui. Savoir quelle est sa raison d'être, savoir quelles sont nos racines, quelle est notre étoile polaire, quel est notre avenir, qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qui est notre engagement commun, c'est bien cela la raison d'être et ce n'est pas un exercice facile que de pouvoir le dire. C'est un exercice extraordinairement profond.
Ce sens collectif est essentiel. Et d'ailleurs, toutes les entreprises qui ont vraiment fait cet exercice, vraiment, sérieusement, prenant le temps, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien, en retrouvent aujourd'hui les fruits, parce que l'engagement des entreprises, l'engagement des collaborateurs devient incroyablement plus puissant. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. L'année dernière, j'ai rendu au gouvernement un rapport sur les assises du travail. Et ce qui m'a le plus frappé pendant ces 4 mois de travaux intenses, dans tout le monde social et politique français, c'est qu'il y avait une attente phénoménale de notre société au sens large, d'écoute, de respect et de reconnaissance. Et on peut prendre le problème par tous les bouts, sortait par tous les pores de la peau. Et au fond, je me dis, le seul moyen, et c'était la conclusion du rapport, de rétablir cette reconnaissance, c'est la responsabilisation. Et pourquoi je vous parle de la responsabilisation? Parce qu'elle est au cœur du problème de la confiance. Le jour où on aura compris que l'on ne peut plus vivre dans un monde vertical, que l'on doit absolument intégrer la notion d'horizontalité, que l'on doit faire confiance, que l'on doit donner une autonomie, qu'on est capable de trouver des personnes qui l'assument, mais comme dirigeants, qu'on soit capable non seulement d'accorder cette autonomie, mais je dirais de l'assumer soi-même, c'est-à-dire de devenir des développeurs de talent et des personnes qui résolvent les problèmes des équipes. Voyez-vous, ce sens individuel, c'est-à-dire de dire à chacun, mais pourquoi je suis là? Et enfin, est-ce que je suis reconnu pour ce que je sais faire? Mais surtout dans le cadre de cette, j'allais dire, de ce destin collectif. Les deux sont essentiels. L'un sans l'autre, il ne se passera rien et nous n'aurons jamais la confiance. Voilà. Et quant à l'attitude, j'ai dit évidemment un monde idéal. J'ai parlé de courage, d'humilité. Eh bien, le courage, c'est peut-être celui de dire qu'on doit se remettre en cause, mais c'est surtout celui de ne jamais franchir la ligne jaune de ses convictions et de sa conscience. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Quant à l'humilité, c'est peut-être simplement de se dire qu'on doit s'entourer en permanence de gens beaucoup plus compétents que soi, que c'est absolument essentiel, un peu à l'image d'un chef d'orchestre. Et je crois que si on applique ces principes-là, peut-être un monde idéal, mais la confiance a une chance de revenir. Merci beaucoup, Jean-Dominique Senard. Alors, vous nous avez dit qu'il fallait essayer de comprendre qu'on ne pouvait plus vivre dans des relations verticales. Vous faites l'éloge de l'horizontalité confiante. Je voudrais qu'on retrouve un peu de verticalité avec nos hommes de foi, avec Haïm Corsia, notamment, et Shemseddine Hafiz. Être croyant, est-ce que c'est faire le pari de la confiance? Comment on lutte aujourd'hui quand on écoute les différentes communautés religieuses? On a l'impression que parfois les religions qui ont été fondées pour souder les communautés, pour fabriquer du sens, pour fabriquer de la confiance, une transcendance aussi. Aujourd'hui, on fait aussi des mauvais procès à la religion en disant que justement, ça détruit la confiance. On ne peut pas avoir confiance dans les religions parce qu'on voit que les religions sont parfois responsables ou co-responsables d'un certain chaos. Qu'est-ce que vous diriez en tant que responsable religieux de la religion comme auxiliaire finalement, qui nous permettrait d'être à la fois aux aguets et aussi de faire ce pari de la confiance dont on a tant besoin aujourd'hui? Bonsoir. D'abord, dans le monde spirituel, lorsqu'on se dit, en ce qui me concerne musulman, le premier acte, c'est effectivement la confiance. Là, on est dans une relation verticale. La confiance en arabe, c'est tawakkul. Je fais confiance totalement à Dieu. C'est une relation exclusive. C'est que toute ma vie, je la tourne autour de cette relation de confiance que j'ai établie, puisque j'ai cru en lui, j'ai cru au livre saint qu'il a révélé à l'ange Gabriel, au prophète de l'islam. Et à ce titre-là, donc, dans ma verticalité, dans l'exercice de ma pratique religieuse, je suis en permanence totalement en confiance. On avait abordé avec Haïm la question de la fin de vie, et en ce qui concerne l'islam,
c'est le moment où il nous a mis au monde et c'est lui qui décide le moment où il va reprendre notre vie. Donc, cette relation, en permanence, elle nous guide. À chaque, je dirais, épreuve, à chaque moment peut-être de joie, mais en même temps de tristesse, de remise en cause de soi-même, de cette confiance que nous avons lorsqu'on enseigne, lorsque nous sommes devenus acteurs dans la vie sociale, et bien si nous n'avons pas cette relation verticale, en tant que croyants, nous avons véritablement une difficulté. Mais en même temps, le livre saint qui nous a été révélé, le Coran, pour nous, c'est cette horizontalité dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait, notre confiance absolue en notre Créateur, nous devons un tant soit peu essayer de la diffuser autour de nous. Donc lorsque je m'adresse à quelqu'un, je ne m'adresse pas avec lui par méfiance ou en défiance, mais en toute confiance, parce que c'est une créature de Dieu. Et à ce titre-là, créature de Dieu, je dois avoir cette relation de confiance avec lui. Bien évidemment, ce n'est pas le monde de bisounours que j'essaie de décrire, Non, mais idéalement, ça serait idéalement, ça. ce serait cela. Alors, quand vous avez abordé la question des religions qui peut-être créent le chaos à un moment donné de notre existence, Oui. effectivement, chaque religion était en concurrence avec les autres religions. Nous, on est à la petite dernière. Il y a eu le judaïsme, le christianisme, et nous, quand on est arrivé, est-ce qu'on avait une petite place? Chaim Corsin n'était pas très content pour que je m'assoie à côté de lui, mais enfin voilà. On s'est tous assis ensemble et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que dans le monde actuel, il y a le monde des religions et le monde qui essaye, avec la laïcité, un certain nombre de principes, et je vois nos philosophes, André tout à l'heure, Jacques, qu'on essaye de raisonner. On a cité un certain nombre de grands philosophes, Spinoza, etc., qui ne croyaient pas en Dieu. Moi, je crois profondément en Dieu. Et je considère qu'à un moment donné, il y a eu un regard des religions. Et en fait, c'est ce qu'on a appelé le dialogue interreligieux. Quand aujourd'hui, le pape François va en Égypte pour signer un acte de fraternité avec les musulmans, ça a un sens. C'est-à-dire aujourd'hui, dans l'islam, dans le Coran, nous reprenons un certain nombre de versets coraniques qui ne disent pas que nous, musulmans, nous devons aimer uniquement les musulmans. Nous devons aimer tout ce que Dieu a créé. L'être humain, bien évidemment, mais également tout le reste. Et à partir de là, on est dans cette relation où les religions doivent... Pardon ? Vous avez un micro, vous avez Même un micro. Même les rabbins, bien évidemment. Chaim Corsia m'a interpellé pour dire est-ce que Allah nous disait d'aimer les rabbins? Bien évidemment, puisque dans le Coran, pour ceux qui ont eu l'occasion de tourner quelques pages, vous verrez que tous les prophètes et envoyés concernant le judaïsme sont cités dans le Coran. Moïse est un des prophètes, je dirais, le plus proche de la réalité des musulmans, puisque c'est le seul prophète qui, dans notre croyance, aurait parlé à Dieu, alors que le prophète de l'islam n'a ni vu ni parlé avec Dieu. Donc oui, on doit aimer, je dirais, plus les religieux, prophètes, prêtres, etc., pour montrer que, effectivement, aujourd'hui, je crois que le défi qu'ont à relever les religions, c'est d'abord de montrer au reste de la société que nous jouons un rôle positif. Lorsque nous avons abordé la question de la fin de vie, nous n'avons pas essayé d'imposer quoi que ce soit. Nous avons essayé de suivre un mouvement de la société française dans laquelle aujourd'hui on était interpellé sur cette question et nous, à notre niveau, nous avons essayé d'expliquer à ceux avec qui nous avons parlé, l'Assemblée nationale, etc., pour leur dire voilà comment notre vision était, voyait cette question de la fin de vie. Et donc l'interreligieux, la relation avec la société, bien évidemment, à un moment donné, la religion voulait imposer à ses ouailles de suivre une direction sans chercher à comprendre. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde essaye de réfléchir, où tout le monde a son point de vue. Donc la religion essaye un tant soit peu de pouvoir donner quelques éclairages pour une vie meilleure. Chaim Corsia, je voudrais que vous réagissiez à ce qui vient d'être dit et surtout qu'on précise, et je vous poserai aussi la question, Shamseddine Hafiz, comment on lutte aujourd'hui contre les discours qui fondés sur la religion. On a compris qu'idéalement, c'est religion en latin, c'est le lien. Ça fait lien. Idéalement, c'est génial, sauf que dans la réalité, on n'a pas l'impression que ça se passe comme ça devrait se passer. Comment on lutte contre les discours de haine qui ont l'air d'organiser
la défiance entre les différentes communautés religieuses? Parce que les religions sont utilisées comme prétexte pour légitimer des combats qui n'ont rien à voir avec la religion. Rien à voir avec la religion. Je suis d'accord, ça peut vous surprendre, mais je suis d'accord avec Chemseddine quand il dit que si on parle de confiance aux religieux, la première chose, c'est la confiance en Dieu, qui appelle à faire confiance à celles et ceux qui portent une étincelle divine, c'est-à-dire tout le monde. Et c'est la première fois d'ailleurs, on devrait mettre une pierre blanche aujourd'hui ici, où je suis d'accord, mais pas d'accord sur une partie avec ce que dit Jacques Attali. Moi, je pense qu'on doit d'abord douter toujours de soi et faire confiance toujours aux autres. D'abord, je le pense, et ensuite, les Maximes des Pères, qui est un livre du Talmud, dit « N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort ». Comme si, même si on avait réussi quelque chose d'extraordinaire, on pouvait toujours tout remettre en question. Vous voulez que je vous donne un exemple? Pétain, héros, la France, Verdun. Regardez la fin de sa vie, comment il a remis en cause, d'une certaine manière, tout ce qu'il avait fait avant. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. En revanche, pour les autres, puisqu'ils sont enfants de Dieu, porteurs de cette étincelle divine, fais-leur confiance a priori. Et que sont les religions aujourd'hui? Moi, je dirais, comme Marianne, que nous sommes, d'une certaine manière, les cultes, des tiers de confiance. Parce que, et je ne parle pas pour moi, parlons par exemple des catholiques qui ne sont pas intuitis personnels sur ce débat. Quand les apprentis orphelins d'Auteuil s'occupent de quelqu'un dont peu de gens s'occupent, quand le Secours catholique prend en charge des personnes dont personne ne s'occupe, je vous rassure, on ne leur demande jamais un certificat de baptême. Comme chez nous, au CASIB, comme au Secours musulman, ou chez les protestants, on aide. Parce que dans un monde où il y a une forme d'individualisme, les religions sont là aussi pour dire « me voici », un peu comme les prophètes. « Me voici, vous pouvez nous faire confiance ». Mais cette idée de confiance, elle est fondée sur une espérance. Au fond, avec Dieu, on a confiance, mais qui ici n'a pas prié? Moi, le premier, tous. On prie, et puis des fois, on n'est pas entendu. On prie pour quelqu'un qu'on aime, qui est malade, et à la fin, ça aggrave, il décède. Alors on se dit quoi? J'ai plus confiance en Dieu. Mais le croyant, c'est celui qui dit, dans ce que Dieu me donne, il y a forcément quelque chose, et ce que disait Jean-Dominique Sénard, c'est lumineux, qui me donnera du sens, qui donnera du sens à ma vie. Dans la revue magnifique que Le Point a tirée sur cette cité, cette année-là, il y a un texte bouleversant, je vous engage à le lire à la fin, d'une dame qui a fait un livre parce qu'elle a perdu 2 enfants et puis ensuite son 3e enfant s'est suicidé. Vous vous dites, mais comment garder confiance dans quelque chose qui nous dépasse? Et moi, en tant que rabbin, j'ai l'impression des fois de me faire taper dessus comme si j'étais responsable. Je ne suis pas responsable. Mais en même temps, je comprends que les gens nous engueulent, nous, les imams, les pasteurs, les prêtres, les rabbins. Comme si on était responsable du fait qu'il y a un effort à faire pour donner du sens. Parce qu'il y a un effort à faire parfois pour faire confiance. Et dans une société, et la distinction d'André Comte-Sponville est formidable, dans une société qui a érigé la défiance en principe général. En principe de précaution même. Regardez à quel point c'est. Regardez, c'est intéressant toujours quand on change les mots, c'est qu'il y a une réalité qu'on ne supporte pas. Avant, on a commencé à mettre des caméras partout. Je ne veux pas qu'on me voie, je veux être tranquille, je ne veux pas être l'Inquisition. On avait de la vidéosurveillance. On a trouvé que c'était embêtant. On a dit, c'est pas de la vidéosurveillance, vous n'avez rien compris. C'est de la vidéoprotection. Ah, si on me protège, ça va, on peut me regarder, tant qu'on veut. Autrement dit, je veux pas qu'on me voie, mais quand on m'explique que ça crée de la sécurité, c'est-à-dire qu'en gros, la confiance qui est aussi celle, alors quand on a en Dieu, imaginez, voilà, vous êtes là, puisque notre ami Chemseddine nous a dit que dans l'islam, c'est Moïse le top niveau. Imaginez que nous avons Moïse ici, et nous sommes son peuple, et il nous dit, il y a la mer Rouge, allez-y, on va rentrer dans la mer Rouge. Ouais. Qui va là? Qui commence à rentrer dans l'eau? Bah vas-y, vous les jeunes, là, allez-y. Mais qui va y aller? Toi? Moi, je me suis levé parce que je veux vous dire ce que c'est la confiance. Parce que moi,
je peux vous raconter ce que dit la Bible sur Moïse, mais je vais vous raconter ce que j'ai vu et j'espère ce qu'on a tous vu. Vous voyez, n'ayez pas peur, parce que elles ont peur, elles ont peur. Pas mal. Sylvain, pense à tout. qui organise la Cité de la Réussite, a choisi comme image cette plongeuse qui saute d'un bâtard. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait dû choisir Kurt Cobain ou un chanteur qui saute dans le public en étant certain, en ayant confiance que le public va pas s'écarter et qu'il va pas se ramasser. Kurt Cobain, pour la confiance à un chanteur, une rockstar suicidée, c'est pas génial. Bah justement. Si je peux me permettre. Non, mais Si moi peux je suis me permettre. d'accord. Mais il le faisait. Non. C'est pas gentil pour Primo Levi qui s'est aussi suicidé. Oui, mais c'était pas les mêmes conditions. Ouais, ben voilà, hein, fais-moi le mariole. confiance. Alors, non, je vous dis ça, non, mais je redeviens sérieux 2 secondes. Pour moi, la confiance, je vais vous dire, je l'ai visualisé un jour, j'ai dit Eureka. Dans le grand philosophe Indiana Jones, dans la dernière croisade, Indiana Jones, c'est Ford Harrison, son père, c'est Sean Connery. Et Sean Connery, blessé, lui dit « À un moment, il y aura un gouffre, avance ». Et ça se passe comme ça, il arrive devant un gouffre, il ne veut pas y aller, hein, parce qu'il y a quand même un gouffre, c'est quand même profond, il ne voit rien. Et il se rappelle la parole de son père, « Avance ». Et à un moment, il met le pied, n'ayez pas peur. Et il avance. Et en fait, il y avait un petit pont 20 cm en dessous qu'il n'avait pas vu. Et pour moi, c'est la confiance dans la parole donnée, sans laquelle il n'y a pas d'échange économique. C'est la confiance dans la parole des anciens, c'est la confiance dans l'expérience des anciens. Et moi, je trouve qu'une société se construit quand on est capable de bâtir des liens de confiance entre les générations. Et d'ailleurs, c'était Harrison Ford et la dernière croisade. Et il allait chercher le Graal. Alors, merci beaucoup. On donne la parole aux étudiants maintenant. Attendez, je voudrais juste peut-être faire une suggestion à Raïm. Comme Sylvain Kern ne peut pas s'exprimer, je pense que la raison pour laquelle il a choisi ce logo, c'est parce qu'il y a une femme. Là, il n'y a plus rien à Il dire. n'y a pas beaucoup de religions qui donnent cette place aux femmes, donc je remercie Sylvain Kern d'avoir donné cette place aux femmes dans l'affiche qu'on a aujourd'hui. Bon, vous pourrez répondre. On trouvera le moment de répondre. Et il n'y a pas non plus beaucoup de femmes à cette tribune. Oui, mais elle le vaut bien. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un peu dommage. Enfin, il y avait au moins 2 chaises qui étaient difficilement occupables par des femmes, donc évidemment, il faut compter sur le reste. Bon, allez-y, peut-être, si vous voulez répondre. Vous voulez répondre? Vous voulez répondre, Haïm Corsia? Non, Céline? c'est une réalité qu'il n'y a qu'une femme sur 7. Chez les étudiants, c'est un peu plus élevé, mais voilà. Mais parler des religions, en fait. Non, mais sur les religions, on peut toujours améliorer. Ceci dit, moi, je suis assez tranquille. Dans le judaïsme, c'est la femme qui donne la religion, de partout. Voilà. Shem Sedine, Hafiz. Le premier musulman qui a suivi le prophète de l'islam, c'était sa femme Khadija. Voilà. Allez, les étudiants. Bonjour. Ouais. Bonjour, je m'appelle Gaston, je suis étudiant en droit à Assas. J'ai une question pour Monsieur Jacques Attali. Vous avez conseillé des dirigeants et observé l'évolution de la société à travers plusieurs crises. Pensez-vous que la confiance envers les politiques peut être rétablie après une crise majeure et quelles sont les clés pour la recréer dans ces périodes incertaines? C'est difficile de parler de façon si générale. Est-ce qu'on parle du monde? Est-ce qu'on parle des États-Unis, de la France? De quoi parlez-vous? En France. En France. Je dirais que il n'y a pas de confiance possible sans projet et sans la capacité de convaincre qu'on a les moyens de réaliser ce projet. Or, je constate que depuis très longtemps, les hommes politiques ne pensent qu'à une seule chose, c'est à exercer le pouvoir, pas à réaliser un projet. J'ai souvent dit que la distinction entre un homme politique et un homme d'État, c'est qu'un homme d'État, c'est quelqu'un qui
acceptent d'être provisoirement impopulaires pour réaliser un projet. Et c'est à mon avis ça qui crée la confiance. Si vous êtes avec quelqu'un qui va en permanence vous donner raison, vous ne lui faites pas confiance. Or, les hommes politiques, dans la quasi-totalité des cas, aujourd'hui, ont l'œil fixé sur les sondages. Ils ne cherchent pas à créer la confiance, ils cherchent à savoir ce que vous pensez pour être d'accord avec vous. Donc ça ne crée pas de confiance. Donc pour moi, on ne peut avoir en France comme ailleurs une chef de parti, de chef de gouvernement, d'homme d'État, que des gens qui avancent avec un projet, qui essaient de convaincre les autres de ce projet, sans essayer simplement de savoir si le sondage va leur donner la raison de ce projet. On en est très loin. Et pourquoi on en est très loin? C'est parce que nous sommes dans des sociétés de plus en plus de l'instant, où on considère que la vie de chacun vaut la vie de chacun, ce qui est normal, c'est la démocratie, mais où la vie de chacun change légitimement à chaque instant. Et cette liberté permanente de changer d'avis est destructrice. Il ne peut pas y avoir d'homme d'État sans sens de la durée, du long terme, ce qui est d'une certaine façon la négation de la liberté individuelle, puisque la liberté individuelle, c'est le droit de changer d'avis. Et donc il faut aliéner sa liberté pour faire confiance à un projet, et il faut que ce projet soit suffisamment séduisant. Or, aujourd'hui, il me semble que, mais c'est un autre débat par rapport à celui qu'on a aujourd'hui, la société française a tellement peur de son avenir qu'elle n'ose pas afficher un projet. Et en refusant d'afficher un projet, quel qu'il soit, elle crée la condition d'un nivellement par le bas de la classe politique qui ne sont plus que des compétitions de personnes méprisables. Merci. Nouvelle question. Bonjour, je m'appelle Apollonie Pipon et je suis étudiante ingénieure aux Mines de Paris. Et ma question est destinée à monsieur André Comte-Sponville. Aujourd'hui, au nom de la tolérance, on voit de plus en plus de non-tolérance. Et en quoi ce paradoxe impacte notre capacité à faire le pari de la confiance et quels conseils donneriez-vous pour favoriser le dialogue entre des discours opposés? Là encore, la question est bien générale. La tolérance, là, pour le coup, c'est une vertu. Il y a un chapitre sur la tolérance dans mon petit traité des grandes vertus. Mais c'est une vertu qu'il faut savoir manier malgré tout avec précaution. Parce qu'il y a de l'intolérable. Et donc, par exemple, que tel ou tel type de propos soit interdit dans notre pays, les appels au meurtre, les appels au racisme, à la haine fondée sur la religion, ça ne me choque pas et même je trouve ça légitime. Et donc, il ne faut pas non plus faire de la tolérance un absolu. Il ne faut pas non plus tendre vers une espèce de ce que j'appelle la phobophobie, c'est-à-dire la peur de la peur. Oui. Il y a des homophobes, il y a des islamophobes, mais au fond, on a le droit. On a le droit d'avoir peur de l'islam. On a le droit, ce n'est pas mon cas. Je prends un exemple qui m'avait frappé, pour prendre un exemple un petit peu difficile. Il y a plusieurs années de ça, on a condamné un député parce qu'il avait osé dire que l'homosexualité était moralement inférieure à l'hétérosexualité. Je pense le contraire. Je pense que l'homosexualité est aussi légitime que l'hétérosexuel. Mais lui, il pensait l'inverse. Il pensait, en gros, il est catholique. Il pensait que l'homosexualité est un péché. Or, le propre du péché était d'être inférieur, évidemment, moralement, à un acte conforme. On lui fait un procès, il est condamné en première instance. Il fait appel, il est condamné en appel 2 fois. Alors qu'en gros, il disait « je suis catholique » dans un pays laïque. Il disait « je pense comme le pape, je pense comme mon évêque, je pense comme Chaim, je pense comme le recteur ». Je pense pas ça, moi. Tu diras après ce que tu penses de la question. Bref. Mais alors, ne lui prêtez pas des propos. Ça n'avait choqué. Ça balance, hein. Et à l'époque, ça n'avait Ne lui prêtez pas des propos qu'il n'a pas tenus. Personne. Heureusement, la Cour de cassation, dans sa sagesse, a cassé le jugement. Voyez, mais ça, c'est un bon exemple d'intolérance. Parce qu'on lui reprochait de ne pas tolérer l'homosexualité alors qu'il ne voulait pas mettre l'homosexuel en prison. Il disait simplement que lui, il considérait que moralement, c'était moins bien que l'hétérosexualité. Il avait le droit de le penser. Voyez. Et donc, au nom de la tolérance, on a fini par se montrer intolérant.
Ce qui me paraissait être un contresens sur la laïcité, précisément. Oui, mais Et donc, quand je dis ne tomberons pas dans la phobophobie, c'est que ça veut dire qu'on a le droit d'être contre. Oui, on mais- a le droit d'avoir des préférences. On a le droit de combattre ceci ou cela. André Ça n'est pas Consponville, violer les droits de l'homme. Non, attends une seconde, dire pardon. ça aussi, des gens qui s'opposeraient à la loi Guesso pourraient dire la même chose à titre personnel et dire des horreurs. Et- Non, Oui, bien une sûr. seconde, André. Tu poserais à quoi? La loi Guesso, une seconde. Loi Guesso, André, par exemple. ce qu'ils pensent, honnêtement, on s'en fout. Mais il faut se rendre compte que parfois, il y a des barges, des débiles, qui, quand tu dis quelque chose comme ça, vont se dire, mais après tout, il a raison, il faut violenter, tabasser, mépriser les homosexuels. C'est la même chose pour les antisémites, c'est la même chose pour ceux qui n'aiment pas les musulmans. Des fois, une phrase, elle peut faire plus de mal qu'un geste. Donc moi, je pense qu'il a une énorme responsabilité, que la Cour de cassation dise ce qu'elle veut, c'est son affaire. Moi, je pense que d'exprimer une minoration de quelqu'un sur une orientation religieuse, sexuelle, c'est une honte. Parce que il n'y a aucune base là-dedans, ni dans aucun texte sacré. Qu'on puisse dire, bah, ça c'est bien et ça c'est moins bien, c'est l'affaire de Dieu. Mais enfin, avant qu'on y arrive, c'est des tribunaux humains, c'est-à-dire c'est un système global qui doit gérer ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas minorer, c'est-à-dire mettre au-dessus quelqu'un pour telle ou telle raison. Et donc, contrairement à ce que tu as pensé, jamais dans le judaïsme, je dirais, il faut faire ci ou ça aux homosexuels. C'est quelque chose qui regarde chacun et qui ne doit pas laisser la moindre place à un risque de compréhension pour des esprits faibles qu'on peut minorer l'humanité de quelqu'un sous un prétexte quelconque. Jacques Attali voulait réagir. Oui, pour l'intérêt de la conversation, je dirais que je suis vraiment, comme Raïm, en total désaccord avec ce que vient de dire André. Parce qu'il n'est pas possible d'imaginer qu'on puisse tolérer que quelqu'un puisse dire librement que les homosexuels soient inférieurs. J'ajoute d'ailleurs qu'en termes de droit, la Cour de cassation n'a pas annulé le jugement sur le fond, parce que ce n'est pas son métier. La Cour de cassation n'a pu le faire que sur la forme. Et elle a renvoyé à un autre tribunal qui a sûrement confirmé le jugement qui rendait illégal le fait de considérer que l'homosexualité était inférieure à l'hétérosexualité. Et on peut aujourd'hui, où un groupe politique français demande la remise en cause de la loi qui interdit l'apologie du terrorisme, renvoyer quelque chose qui rendrait les choses tout aussi équivalentes et tout aussi insupportables. Oui, mais... Vous répondez et puis après on passe à une autre question. Non, mais je suis C'est d'accord un sur le débat fond. qui pourrait Mais nous encore une prendre. fois, je pense que l'homosexualité est un comportement parfaitement aussi légitime que l'hétérosexualité. Je m'inquiète quand même du fait qu'on ne puisse pas énoncer un avis contraire. En l'occurrence, ce député qui était catholique, il pense la même chose que l'Église catholique. Alors, c'est pas ma position à moi. Oui, mais il est a quand même le député. droit- Il est député. il a quand même le droit de député. l'énoncer, parce que sinon, on tombe dans un politiquement correct qui, en vérité, fait le jeu de ceux qui on va avoir des positions extrêmes, des positions d'exclusion. Et je crois que la vraie tolérance, ça suppose qu'on puisse s'exprimer en cas de désaccord. Et donc, je répondais à la question de mademoiselle. Il arrive en effet qu'au nom de la tolérance, on se montre intolérant. Et je crois que c'était le cas dans ce débat-là. Bon, et puis les libertariens dont vous parliez tout à l'heure aussi pensent qu'on doit pouvoir aussi tout dire, mais on pourrait parler de cette question très longuement. On va changer de... On va vous donner la parole. Puis on y reviendra peut-être, parce que la confiance en la loi, c'est aussi quelque chose de très très important dont il faudra qu'on parle. Alors, je suis Lio, étudiante en économie à Sciences Po et à Columbia, et ma question va à Madame Barbat-Layani. Suite à la crise de 2008, qui garantit la confiance dans les systèmes financiers? Est-ce que c'est un rôle que l'État doit remplir? Alors, in fine, quand il y a une perte de confiance générale et donc une crise, oui, c'est nécessairement l'État et en fait une forme de bras armé de l'État qui sont les banques centrales qui rétablit la confiance. D'ailleurs, on en a eu un exemple très intéressant puisque en juin 2012, il s'est produit un événement historique qui est le discours de Mario Draghi qu'on appelle « Whatever it takes ». Qu'est-ce qui se passe? Cela fait à peu près 2 ans que la zone euro est dans une crise absolument majeure. Elle est au bord de l'effondrement.
La Grèce est tombée sur une crise de confiance d'ailleurs. Il faut se souvenir que la Grèce tombe parce qu'il y a eu un trucage des comptes publics de la Grèce. La Grèce est tombée, le Portugal est tombé, l'Irlande est tombée. Chaque jour, on se demande si l'Italie ou l'Espagne ne va pas être le prochain pays à tomber. Et là, on sait qu'on ne sait plus faire face à une crise de cette ampleur. Si un de ces grands pays de la zone euro tombe, la zone euro tombe, l'euro tombe. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Or, l'euro, c'est un peu c'est l'arme nucléaire numéro 2 de l'Europe. C'est dans sa défense, il y a la défense, évidemment, au sens défense classique, défense militaire, et vient juste derrière sa défense économique, qui repose sur l'euro, lequel repose évidemment sur la confiance. Donc là, la situation est dramatique. La France a perdu son triple A à la fin de l'année 2011. Tous ceux qui s'occupent de ces sujets ne dorment plus depuis des mois en se disant « ce que les pères fondateurs ont créé, nous n'allons pas savoir le maintenir ». C'est des moments assez difficiles. Et à ce moment-là, Mario Draghi, qui est le président de la Banque centrale européenne, fait un discours où il dit « la Banque centrale européenne fera ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, whatever it takes, pour soutenir l'euro face aux attaques qui se déroulent sur les marchés. » Et qu'est-ce qui se passe? La crise s'arrête. La confiance revenait. Est-ce que vous croyez qu'au moment où Mario Draghi prononce ces mots, il sait exactement ce qu'il va faire si la crise continue? Non, il a fait un pari. Il a fait un pari. Donc il réunit a posteriori les banquiers centraux de la zone euro. Il leur dit, bon, maintenant, il va falloir qu'on mette en place les mécanismes qui vont permettre de sauver l'euro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des moments, que ce soit les crises financières, on a eu exactement le même phénomène de garantie de l'État dans la dernière crise bancaire qui s'est produite, ultra récemment, au printemps dernier, c'est passé un peu inaperçu, il y a eu une crise bancaire aux États-Unis. Les banques régionales américaines ont connu une crise très forte. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'après-midi, les pouvoirs publics ont dit qu'ils garantissaient l'intégralité des dépôts. Comme d'une certaine manière, d'ailleurs, pendant la crise financière, le président de la République française de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait dit « on garantit que les dépôts seront remboursés ». Donc, pourquoi est-ce que c'est crédible? Pourquoi est-ce que ce pari fonctionne? Parce que il y a en face des marchés qui sont rentrés dans une phase de doute, de perte absolue de confiance, il y a des entités qui incarnent la confiance et qui incarnent la capacité à siffler la fin de la récréation, si je peux employer cette expression, et qui disent « nous ferons le nécessaire ». C'est Vous ne perdrez dont pas vous parliez. votre argent. C'est l'autorité. Et c'est aussi le fait qu'il y a une puissance de feu derrière. On ne peut pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il y a une puissance de feu. Et on voit, quand je parlais de l'euro, de cette arme fantastique dont s'est dotée l'Europe et qui est sa défense absolue, on a un contre-exemple, là aussi très récent, au Royaume-Uni, qui n'a jamais voulu rentrer dans l'euro. Un gouvernement est élu, gouvernement de Madame Truss, présente un budget qui rend les finances publiques britanniques non crédibles. En quelques semaines, elle est obligée de renoncer à son budget et elle est obligée de démissionner. Pourquoi? Parce que la Banque d'Angleterre intervient, mais la Banque d'Angleterre est toute seule. Elle n'a pas la puissance de frappe de tous les pays de la zone euro derrière elle. Et donc, on sait qu'il y a un moment où la Banque d'Angleterre ne pourra pas faire face si, effectivement, il n'y a pas un changement radical de ce qui a entraîné la perte de confiance. Merci. Et ça a même fait mourir la reine d'Angleterre, d'ailleurs, si je me rappelle bien. Ah oui, en plus. Je ne me prononce pas, seules les religions savent ce qui amène les gens à mourir. Voilà. Bravo. Une question par là? Bonjour, Tristan Heinemann, étudiant à Kedge Business School. J'ai une question pour Monsieur Sénard. Comment une entreprise peut-elle inspirer confiance face aux nouvelles attentes écologiques et sociales de la société? Mon Dieu.
Une réponse assez simple de ma part, c'est justement en y faisant face et en y répondant. Quand on réalisera que l'industrie automobile et ce qui est autour, depuis 120 ans, ne fait que cela, mais peut-être ne l'a pas dit assez fort, il y a des moments où on se dit qu'on mériterait de le mettre en avant. Vous touchez du doigt le fait que ces considérations-là sont au cœur de l'entreprise, au cœur de leur stratégie, au cœur de leur raison d'être. Et vous touchez là aussi un des aspects les plus importants qui est celui de l'innovation. Faire face à ces questions sociales et environnementales, je dirais que je me sens assez responsable puisque, à l'issue du rapport avec Nicole Notat, nous avons entraîné la modification d'un élément du Code civil qui n'avait pas été changé depuis 1804. En disant que le rôle des sociétés, c'est précisément non seulement d'être constituées de façon légale, mais de servir les intérêts des associés fondateurs, mais en plus, c'est ce que nous avons rajouté, de prendre en considération les conséquences sociales et environnementales de leur activité. À l'époque, je ne vous cache pas que ceci a été reçu diversement. J'ai eu des moments difficiles. Et pas toujours avec ceux que l'on imagine, d'ailleurs. Mais il fallait tenir bon. Et si je vous dis cela, c'est parce que dans toutes les entreprises que j'ai eu l'honneur de diriger, à commencer par Michelin, c'était le cœur même de l'histoire de l'entreprise. Et quand on a créé le pneu vert en 1992, je le dis d'autant plus volontiers que je n'y étais pas, le pneu vert, imaginez-vous ce que ça veut dire. Dans l'indifférence totale, générale, or c'était le fondement de ce qui aujourd'hui est la performance clé des entreprises de pneumatiques, qui est d'essayer de décarboner leur environnement grâce à des qualités techniques exceptionnelles qui sont nées à ce moment-là. Chez Renault, ça fait 120 ans que ça dure. Simplement, les choses s'accélèrent un peu. Et quant à la question sociale, Renault est probablement, de mon point de vue, une des sociétés qui a, en France, a montré l'exemple à bien des moments de l'histoire économique de ce pays. Et elle continue à le faire. Et on en est très fiers. Vrai sur le social, quant à l'environnemental, la raison d'être de Renault, qui vient, j'allais dire depuis 1 an ou 2, d'être vraiment diffusée, dit la chose suivante. Nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Derrière ces mots-là, la question environnementale est au cœur du sujet. Je vous le dis. Sans cette raison d'être, la stratégie du groupe n'aurait strictement aucun sens. Nous sommes en train aujourd'hui, dans un contexte qui n'est quand même pas simple, d'amener sur le marché des produits qui sont exceptionnels tant dans leur qualité que dans les services qu'ils procurent. Au cœur de cela, je vous le dis franchement, la décarbonation, la biodiversité, l'économie circulaire sont là. Et si je peux donner juste un exemple, une de mes fiertés, c'est d'avoir résisté, il y a 5 ans, à ce qui se disait dans l'entreprise à mon arrivée en disant « Jean-Dominique, il va falloir fermer l'usine de Flins ». J'ai dit, on va peut-être prendre 5 minutes de réflexion. Aujourd'hui, si vous allez à Flins, vous aurez l'usine la plus extraordinaire en Europe d'économie circulaire dans le monde de l'automobile. Ce qui se fait là-bas attire le monde entier, tellement c'est extraordinaire. Et au passage, on a sauvé 2500 emplois. Je vous le dis. Nous sommes dans un domaine incroyable où, justement, ces contraintes-là, que certains voient comme des contraintes, sont en fait un fantastique élan d'incitation au progrès et à l'innovation. Rappelez-vous ça, dans l'avenir, vous aurez des responsabilités. L'innovation est la chose la plus difficile à gérer pour un chef d'entreprise. On parlait de Pascal tout à l'heure, on parlait de Paris. J'aime bien rappeler souvent aux équipes que Pascal disait dans ses mémoires et surtout dans ses idées, il faut travailler beaucoup, mais on ne travaille jamais que pour l'incertain. Et voyez-vous, je pense qu'il n'était pas un grand fanat du principe de précaution. Il était probablement plutôt du côté du principe de l'innovation. Je regrette que dans notre Constitution, nous n'ayons que le principe de précaution, parce que ça pose le problème au fond de la question que vous posez. Et je dirais franchement que pour un chef d'entreprise, décider sur les questions d'innovation, de recherche, de champ est probablement la responsabilité la plus lourde qu'il puisse avoir au-delà de la question humaine.
Parce que se tromper de choix à ce moment-là, se tromper dans l'orientation qui pousserait Renault aujourd'hui à être en pointe dans le domaine social et environnemental, pourrait mettre en péril son avenir pour les dizaines à venir. Voilà ce que je veux vous dire. C'est au cœur du sujet. Merci de la question. Merci beaucoup. À gauche. Bonjour, Mahmoud Dahiwi de l'Institut national polytechnique de Grenoble. Ce sera une question pour Monsieur Attali. S'il vous plaît, quelle confiance et crédibilité aura le nouvel ordre international qui se dessine? Surtout que ceux qui tendent à créer ce nouvel ordre ont des systèmes de valeurs différents, des visions différentes sur le monde, des divergences qui n'étaient pas aussi importantes lors du congrès de Vienne ou après la Deuxième Guerre mondiale. Le monde est évidemment très différent de celui de 1815 et celui de 1945. Ce qui se met en place aujourd'hui n'est absolument pas un nouvel ordre mondial. Ce qui se met en place aujourd'hui, c'est un chaos mondial. C'est une fragmentation. C'est une situation dans laquelle chacun s'enferme et on sait que ceci peut conduire à des catastrophes. Ce qui a été dit tout à l'heure sur le Bitcoin ou sur les cryptoactifs participe de cette remise en cause des nations, des États, des institutions de régulation dans lesquelles nous sommes entraînés par la tyrannie du « moi d'abord ». C'est ça qui est aujourd'hui la règle. Moi d'abord, mais plus précisément encore, moi d'abord, maintenant, tout seul. Et ceci, évidemment, est vrai à la fois pour les États, pour les individus, pour les entreprises qui en font leur grille de lecture des consommateurs, qui entraînent des changements avec des innovations qui sont parfois, comme le dit Jean-Dominique, absolument majeures et essentielles. Parfois sont des gadgets, mais qui, pour l'essentiel, vont dans une direction positive. Donc nous n'allons pas vers un nouvel ordre mondial. Les résultats ce matin de la COP le montrent. Les résultats du G20 d'avant-hier le montrent. L'absolue destruction, désarticulation, illégitimité du Conseil de sécurité des Nations Unies le montre. Nous sommes dans une période de rapports de force extrêmement brutaux. Je reste confiant. Je crois que l'humanité s'est toujours sortie de cela. Malheureusement, en général, ce qu'on sait devoir faire à la place d'une crise, on le fait après la crise. On savait en 1907 qu'il fallait créer la Société des Nations, on l'a fait en 1920. On savait en 1932 qu'il fallait créer la Société les institutions des Nations Unies, on l'a fait en 1945. En général, on fait ce qu'il faut, non pas à la place des crises, mais après les crises. Donc, si l'histoire se répète, et c'est heureusement pas toujours le cas, nous allons avoir une grave crise, puis un nouvel ordre mondial, comme vous le dites, qui sera un ordre nécessairement démocratique, parce qu'il n'y a que la démocratie qui soit un système qui fonctionne, aussi insatisfaisant qu'il soit, et un système qui donnera plus de pouvoir aux gens qui le méritent, c'est-à-dire pas aux grandes puissances. Mais on en est loin. Je pense que les plus jeunes dans cette salle le verront. Comment, Jacques Attali, merci pour cette réponse, pour préciser un peu, vous dites nécessairement démocratique. Quand on voit la faiblesse, justement, la faiblesse de confiance dans la démocratie, y compris au sein même des démocraties, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour restaurer ce pari démocratique, pour expliquer que c'est la solution et qu'elle n'est pas faible, qu'elle n'est pas fragile, la démocratie? D'abord, il faut commencer par discréditer le modèle totalitaire. La Chine est un échec. C'est un échec économique, c'est un échec social, c'est un échec civilisationnel au regard de ce qu'a été la grande société chinoise. La Chine ne peut trouver d'avenir que dans la guerre. En tout cas, le Parti communiste chinois ne peut trouver d'avenir. Donc, la dictature est un échec. Pas besoin de vous dire ce qu'est l'échec de la dictature russe et de la dictature partout où elle est. Ce qui ne veut pas dire que les démocraties sont des merveilles. On voit ce qui se passe pour certains qui peuvent trouver à redire de ce qui s'est passé récemment aux États-Unis. Mais la phrase de Churchill reste vraie. La démocratie est le plus mauvais système à l'exception de tous les autres. Donc, nous devons faire confiance dans la démocratie en sachant qu'elle est toujours à construire, que la prochaine étape, c'est une démocratie qui donne le droit de vote aux générations futures, et donc qui fait confiance à ceux qui n'existent pas encore. Moi, je rêve d'une société où ceux qui n'existent pas encore auront le droit de vote. Comment on fait concrètement?
c'est pas si difficile. Non, mais j'adore l'idée. Ouais. C'est pas si difficile. Il y a 22 pays, à l'heure où nous parlons, qui ont intégré dans leur constitution le fait qu'une décision contraire à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. C'est même le cas de la France. Et comment on les sonde alors, les générations futures? Eh bien, il faut faire confiance aux générations présentes pour entendre la voix des générations futures, pour parler en leur nom. Il faut parler au nom de cela. Ça va vous plaire. L'idée est superbe. L'idée est formidable. Le temps long, le temps très long. Voilà. Il faut avoir... C'est la seule façon d'imaginer que l'humanité puisse survivre. Si on ne pense pas qu'il faut faire confiance à ceux qui ne sont pas encore nés, c'est qu'on n'a pas confiance dans l'humanité, dans sa survie. C'est qu'on n'a pas confiance dans le sens. Quel est le sens de l'humanité? C'est de trouver son sens. Nous ne savons pas pourquoi l'humanité existe. La seule chose qu'on puisse faire, c'est avoir confiance dans le fait que dans 1000 ans, 2000 ans, nous saurons pourquoi nous sommes là. Il faut faire confiance. Et donc pour ça, quel est notre rôle ici? C'est créer les conditions pour que nous survivions, c'est tout. Après le pari pascalien, le pari attalien. Une autre question? Bonsoir à tous, Théo Perrin, je suis étudiant à Neoma. J'ai une question qui va être beaucoup plus dirigée vers vous, Monsieur Corsia, et vers vous, Monsieur Hafiz. Les religions peuvent-elles aujourd'hui faire renaître la confiance dans nos sociétés? On voit l'an dernier une explosion des actes racistes, plus 32%, des actes antisémites, plus de 132%, et encore plus en 2024. Vous l'avez dit, les religions sont sûrement instrumentalisées par des raisons politiques, mais toutefois, comment peuvent-elles agir pour faire renaître cette confiance et finalement faire que nous fassions société? Et je crois que nous fassions cité, c'est aussi la question de la soirée. Avant que Chemseddine réponde, parce qu'elle était adressée aussi à lui, il faut que les religions, je prends les mots que pourrait emprunter le patron de Renault, il faut que les religions reviennent à leur cœur de métier. S'occuper des faibles, s'occuper des laissés pour compte, aller chercher des liens d'humanité, ne pas être aveugle sur le monde. J'ai toujours fait la différence entre Nerval, qui est le prophète du spleen et de la mélancolie. Et Nerval disait, la mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. Voilà en quoi, d'une certaine manière, Jacques Attali est une forme de prophète. Il nous dit, même si le monde est imparfait, les générations futures auront la responsabilité de le parfaire. Mais il faut qu'elles arrivent à exister. Pour ça, il faut qu'on avance et qu'on leur donne les moyens de pouvoir transformer ce monde. Donc si on reste sur l'option Nerval, la mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. On demande aux sondages de dire ce qu'on pense et ils nous disent, il n'y a pas besoin d'aller voter parce que les sondages le disent. On voit économiquement qu'est-ce qu'on peut pas faire et puis on fait ce qu'on dit. On voit dans l'automobile qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait et on fait comme tout le monde. Et on oblitère complètement l'innovation, le sens du monde, l'anticipation, ce que quelqu'un comme Edmond Flegg appellerait l'espérance. Et qu'est-ce que pour moi, le cœur de métier des religions, c'est de réinstiller de l'espérance dans le monde. J'ai parlé tout à l'heure du passage de la mer Rouge. Objectivement, comme diraient les instituts de sondage, en données corrigées des variations saisonnières, quand vous êtes devant la mer Rouge avec 600 phares égyptiens qui arrivent derrière vous, l'espérance est plutôt réduite. Là-dessus, oui, Moïse dit... Oui, pardon. Non, mais Moïse dit au peuple quelque chose d'essentiel. C'est dans l'Exode, chapitre 14. Il leur dit, n'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur, c'est-à-dire que n'ayez pas peur même du futur. Osez affronter le temps de houle, le temps de tempête, et essayez de construire un monde qui pourra permettre à vos enfants ou aux enfants de vos enfants de retrouver les moyens, y compris dans l'innovation, d'avoir les mêmes possibilités, les mêmes potentialités que vous. Donc, qu'est-ce que les religions doivent faire? Réinstiller de l'espérance partout. Alors, bien évidemment, je partage les propos du grand rabbin. Moi, je rajouterais concernant l'islam que cette religion qui a été installée au cœur de la République française récemment doit d'abord et avant tout mieux se faire connaître. Moi, depuis que je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'ai essayé de travailler dans la transparence totale. Cela veut dire quoi? Parce qu'on imagine toutes les religions que dans des églises, des synagogues, des mosquées, c'est un monde à part, c'est un monde mystérieux. Donc moi, j'ai voulu montrer que l'islam, d'abord qui a été révélé en langue arabe, c'est une langue étrangère,
Donc moi, j'ai commencé par, dès mon arrivée à la Grande Mosquée de Paris, faire en sorte que les prêches du vendredi soient transmis directement sur les réseaux sociaux de la Grande Mosquée de Paris, pour qu'on sache exactement ce que l'imam prêche à ce moment-là. Et bien évidemment, tout en gardant la sacralité de la langue arabe, le prêche est fait en partie en français, pour que les non-musulmans, les observateurs, les étudiants et toute personne qui s'intéresse à l'islam puisse écouter, comprendre le message hebdomadaire de l'imam lorsqu'il est sur le minbar. Donc oui, on reste dans notre cœur de métier. Et moi, je voudrais également partager un point, et là, il y a, je dirais, un désaccord entre Chaim et moi, parce que tout le monde s'imagine que nous sommes toujours d'accord. Ce n'est pas le cas. Il arrive parfois que les paranoïaques aient des ennemis. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas distraire. Lorsque, après le 7 octobre, effectivement, ce que vous avez dit, cher étudiant, concernant l'explosion de l'antisémitisme en France, alors à bas bruit, vraiment à bas bruit, on disait que c'était surtout les musulmans qui étaient à l'origine des actes antisémites. Et moi, j'ai fait une déclaration, c'est que lorsqu'on est musulman, lorsqu'on est croyant, on ne peut pas être antisémite. Et Chaim Corsia a rétorqué, le recteur, il est théorique. Non, je ne suis pas théorique. Je veux montrer qu'il y a une distinction entre le pratiquant de l'islam, celui qui va se nourrir de la parole divine pour commettre des actes. Et l'acte antisémite ne peut en aucun cas être nourri par un verset coranique, sauf si on tente d'instrumentaliser dans la traduction les versets coraniques. On le dit, le Coran est antisémite. Non, ce n'est pas vrai. Il y a aujourd'hui des personnes qui sont peut-être de tradition, comment les appelons-nous, arabo-maghrébins, des personnes qui portent un prénom musulman et qui commettent des actes antisémites. Ces personnes-là, il faut effectivement les dénoncer, il faut les poursuivre en justice, mais moi, je m'inscris en faux pour dire que ces personnes, ces délinquants, parce qu'ils sont musulmans, ils sont antisémites. Ils sont antisémites parce que, excusez-moi, c'est des personnes qui sont nourries par un racisme crasse et qu'il ne faut surtout pas laisser faire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne l'islam, en ce qui concerne la Grande Mosquée de Paris, moi j'ai essayé d'abord d'être dans la transparence totale, de parler de la laïcité, dire que la laïcité, véritablement pour nous, musulmans, est une chance pour l'islam. Qu'aujourd'hui nous devons mieux faire connaître notre religion. C'est à nous d'aller vers nos concitoyens pour leur expliquer le fondement de notre religion, parce que nous sommes en face d'une civilisation qui ne connaissait pas l'islam et surtout qui, aujourd'hui, depuis le 11 septembre, à peu près 2001, l'islam est devenu synonyme de terrorisme. Et donc, à partir de là, nous devons faire beaucoup de pédagogie pour expliquer que c'est une religion de paix. C'est très difficile de se faire entendre, mais c'est le combat que nous essayons de mener à la Grande Mosquée de Paris pour montrer d'abord que l'islam n'est pas une religion misogyne, que c'est une religion de fraternité qui partage énormément je dirais, de valeurs communes avec les autres communautés religieuses. Et merci beaucoup pour ces paroles. Chemseddine Hafiz, est-ce que vous êtes plutôt minoritaire à dire que la laïcité est une chance pour l'islam? Est-ce que vous avez confiance, justement, en votre propre combat pour rendre cette idée majoritaire? Moi, j'ai besoin de tout un chacun. Parce que l'islam, l'islamisme, l'extrémisme, le fondamentalisme musulman ne concernent pas uniquement les musulmans. Ils concernent l'ensemble de la société. Et bien évidemment, on le sait que tous les groupuscules, je dirais, sont ceux qu'on entend le plus. Mais moi, je peux vous assurer, je n'ai pas de chiffres, mais je peux vous assurer que 98, sont tous des citoyens qui considèrent que la laïcité est une chance pour l'islam, que la plupart des musulmans de France se sont intégrés dans la société française. Il reste aujourd'hui des groupuscules pour lesquels
Malheureusement, l'État n'a pas pu avoir cette, je dirais, cette vision de ce qu'était l'islam. On a un peu tout mélangé. On a fait des accords avec un certain nombre de pays qui soutiennent à bras le corps un islamisme qui est à la fois antisémite, qui est à la fois anti-occidental, qui est anti-femme, etc. Mais parce que c'était des pays de pétrole, c'était des pays qui avaient de l'argent et que la France, en tant qu'État, avait besoin d'eux pour signer des gros contrats. Et c'est ça qui a, dans les années 80, vous pouvez voir, qui a financé les mosquées. Tout simplement, c'est cette question qu'il faut se poser, qu'on puisse acheter une équipe de football, qu'on puisse acheter n'importe quelle, je dirais, activité en France, économique ou pas, mais surtout ne pas toucher à la religion, parce que la religion, c'est extrêmement important. Et lorsqu'on est financé par un pays étranger, ça risque d'être toujours dangereux pour une mosquée. Mais le foot, on peut. Le foot, on peut. Voilà. Non, Haïm Corsia, il y a aussi des extrémistes aussi dans la religion que vous portez, avec amour aussi. Est-ce que vous avez la même confiance, je veux dire, que votre homologue dans le fait aussi que finalement cette idée que la religion pourra retrouver justement ce message de confiance en soi, en les autres, par rapport à une parole qui est le contraire de ça aujourd'hui. Et on le voit dans le théâtre du monde. J'ai pas confiance qu'elle va retrouver. Je pense qu'elle l'a jamais perdue. La véritable religion, celle qui est portée par des hommes et des femmes de paix, de fraternité, ces hommes et ces femmes n'ont jamais perdu cette espérance de tisser des ponts. C'est comme ça que des choses se font et on ne peut pas dire rien ne se fait et que brusquement tout va se faire. Ou alors on parle du Messie et j'arrive quand je veux. Donc voilà, c'est simple. Mais il n'empêche que j'ai la certitude que les religions sont une partie de la solution. Et Chemseddine a parlé de la laïcité. En France, il n'y a plus un culte. Il n'y a pas un, cherchez bien, trouvez pas. Un culte qui veut revenir sur la loi de 1905. Aucun. Ni l'Église, ni le judaïsme, ni l'islam, ni les protestants. Personne. Ni les orthodoxes, ni les bouddhistes. Personne. Et je vais même vous dire mieux. C'est grâce à ce que nous vivons en France qui est dur à expliquer à l'étranger. Très très dur. Même traduire le mot, c'est compliqué. Bravo. Mais j'ai pris du temps avec un grand penseur musulman pour aller voir le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui est venu plusieurs fois à Paris. On l'a convaincu que la laïcité, ce n'était pas la négation des religions. Il confondait le concept de laïcité et celui d'athéisme. La France n'est pas athée, elle est laïque. Donc chacun fait ce qu'il veut. Il y a la liberté de pratique religieuse qui est le cœur de la laïcité. Donc je vous garantis que les religions sont une part de la solution. Enfin, je ne veux pas... Vous faites le pari. Oui, non, voilà. C'est une réalité. Enfin, je ne veux pas débattre violemment avec le recteur, mais enfin, ici, c'est Paris. Très bien. Ici. Tout le monde, il nous reste combien de questions? 2, 4. On y va. Bonjour, Guillaume Loussoirne, étudiant à Télécom Paris. J'ai encore une question pour nos deux religieux. La confiance en l'État est-elle de même nature que la confiance en Dieu? Vous avez 2 minutes. Si vous lisez Hobbes présente l'État, Léviathan, comme quelqu'un qui vous garantit la sécurité. En contrepartie de cette sécurité, il vous oblitère une partie de votre liberté. Si tu transposes avec Dieu, on pourrait dire, Dieu te garantit une espérance, en contrepartie, il te prend une partie de ta liberté. Pour moi, ça tu manges pas, ça tu manges. Le porc, tu manges pas. Ça tu prends pas. Chez les musulmans, ça pourrait être autre chose, chez les catholiques autre chose, les protestants autre chose, les bouddhistes je te dis pas, etc. Bien. Donc, on est sur le même principe. La question c'est comment avoir confiance dans un État qui est fait d'hommes et de femmes qui par nature sont faillibles, alors que Dieu par nature est infaillible. Bon, et tu as la réponse. Pas mal. Chemseddine Hafiz. Ouais. Moi, je voudrais simplement scinder les choses en deux. Je suis citoyen, donc bien évidemment, j'ai une relation avec l'État et je fais confiance à cet État. Maintenant, quand je suis tout seul en train de prier, en train d'exécuter mes actes d'adoration au quotidien,
À ce moment-là, bien évidemment, c'est l'ordre divin qui va contrôler. C'est Dieu qui m'impose de ne pas manger de porc, etc., etc., de faire ma prière 5 fois par jour. Donc moi, je pense qu'on a cherché à un moment donné, parce qu'il y avait des groupements islamistes ici en France qui disaient que notre constitution, c'est le Coran. Moi, personnellement, je ne les mets pas sur ce piédestal. Le Coran, c'est une chose, c'est dans mon intimité, c'est dans ma vie privée. Je suis en France dans un État laïque, bien évidemment, et on le voit, la question du mariage, par exemple. Aujourd'hui, la société française a évolué et le mariage pour tous est légal. Mais, et c'est ça la beauté de notre société, c'est que l'État ne nous a jamais imposé, à Chaim et à moi, de marier 2 personnes du même sexe. Ah, je croyais de nous marier ensemble, ça va. C'est une idée. Là, Ariane. c'est un peu ça, la cité de la réussite. Symbolique sur le plan symbolique. Il y a un vrai dialogue. Pas encore une union, mais un vrai dialogue. Donc c'est vraiment là où on voit qu'il n'y a pas d'opposition. Et donc, je crois que ça a été une instrumentalisation politique pour essayer effectivement de faire dire, notamment à certains musulmans, qu'en tout état de cause, Dieu était plus important que l'État. Merci. Ah, pardon. Oui, alors voilà, Brice Delamarre, Neoma Business School. Merci. J'ai une question concernant les dirigeants de grandes entreprises ou même d'institutions financières ou même aux aviateurs. On est dans une société où on mesure de plus en plus de choses, on récolte de plus en plus d'indicateurs, y compris sur les individus. Est-ce que ce n'est pas une preuve de défiance envers les individus et est-ce qu'on peut avoir une confiance aveugle en ces indicateurs? Vous vous tournez tous vers moi. C'est sympa. Ouais, c'est bien. Je veux bien répondre après. Non, mais je vous en prie, Jacques. Mais je vais prendre mes responsabilités, après tout, comme on dit aujourd'hui. Je crois que vous dites que la mesure de la notion d'individu est de rentrer dans les mœurs économiques. C'est ça que j'entends dans votre question. Et est-ce que c'est légitime ou pas? Alors d'abord, je veux dire, c'est très difficile de prendre la parole après l'élévation d'esprit qu'on a eu droit tout à l'heure. En même temps, ils sont deux. Ils sont enfin, on va quand même essayer de revenir. La question est très légitime, je vous rassure tout de suite. Je dirais même que si on la met de côté, on manque à tous ses devoirs. J'aurais pu dire tout à l'heure qu'il y a un élément qui permet de ramener la confiance dans l'entreprise, c'est lié à votre question, c'est l'exemplarité. Et quand on touche à la question de l'exemplarité, on touche à l'humain, on touche à la personne et on touche à son comportement. Et quand on pense à la confiance, ce critère-là, au-delà du courage et de l'humilité dont je parlais tout à l'heure, me paraît aussi essentiel. Il n'y a rien de pire dans une entreprise où l'on vous dit, cher président ou Jean-Dominique, c'est sympa votre discours, mais dans la réalité de la vie, c'est complètement différent. Voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est pas très agréable, mais c'est sans doute vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exemplarité, elle doit être, j'allais dire, diffusée partout dans l'entreprise, auprès de tous les dirigeants, managers, quel que soit leur niveau de responsabilité. Et la question humaine, la question de la mesure humaine dont vous parlez là, c'est là que ça se passe. Je ne suis pas sûr que ça puisse se mettre en chiffres. En revanche, c'est quelque chose qui doit être vécu. Et je ne connais pas une entreprise qui ait une raison d'être, qui tienne la route, qui soit vraiment profondément ressentie, qui puisse tenir longtemps si ce facteur-là n'est pas pris en compte. Alors je ne sais pas le mesurer. On peut le décomposer en tout un tas d'actifs, de KPI, tout ce que vous voudrez, etc. À la fin des fins, c'est quand même l'entreprise, l'atmosphère, la responsabilité et surtout l'exemplarité qui compte. À nous, les dirigeants, d'essayer, parce que ce n'est pas facile, mais d'essayer d'être exemplaires. Marianne Barbat-Layani. Alors, les indicateurs. Les indicateurs. Fier aux indicateurs. Ouais. Les indicateurs, c'est une base, et c'est une base qui est indispensable. Je rappelle la devise des régulateurs, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, on adore. D'ailleurs, j'ai jamais vu de constructeur automobile essayer d'obtenir la tête de la gendarmerie. Donc, je non, mais pense écoutez, on lui a donné des magnifiques alpines, elles sont souvent enchantées. Donc, franchement, je ne sais pas où est le problème. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est mieux que les Mitsubishi qu'ils avaient avant. Ce n'est pas parce qu'on mesure et qu'on cherche
à agir à partir de données que, c'est la seule chose qui va mobiliser notre action, et deuxièmement, qu'on n'a pas confiance. C'est simplement que d'abord, oui, on a relativement confiance, mais on aime bien quand même pouvoir vérifier et pouvoir avoir des éléments. Ensuite, les indicateurs, ils nous servent aussi à cibler notre action et ils nous servent aussi à rendre compte. Je vais peut-être commencer par ce dernier point. Aucune institution ne doit s'abstraire de la nécessité de rendre compte. Une des choses que j'ai faites quand on a travaillé sur le plan stratégique de mon autorité, c'est que nous avons renforcé les indicateurs sur notre action, nous avons décidé de les publier tous les ans, et nous faisons maintenant tous les ans une enquête d'image pour comprendre comment nous-mêmes on est perçus. Parce que c'est bien beau de contrôler les autres, mais encore faut-il être transparent sur soi-même et rendre compte. Je crois que c'est une manière aussi de susciter la confiance et de l'ancrer. Alors maintenant, les indicateurs, ils sont indispensables. Je vais vous donner un exemple. On soutire aux entreprises une quantité de données absolument considérable. Bon, n'imaginez pas comme on est heureux de vous répondre. Alors, surtout aux entreprises financières, hein, je vous rassure, c'est rien à côté de ce que donnent les entreprises financières. Bon. À quoi nous servent ces données? Elles nous servent par exemple à faire des observations sur la confiance chez les investisseurs. Ça nous permet d'ailleurs d'identifier qu'il y a des différences majeures entre générations sur la confiance, des différences majeures entre genres. Hein. Mais aussi, on a identifié, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y a 15% des Français qui estiment avoir été victimes d'une arnaque financière. 15%, c'est majeur, hein, ça veut dire que c'est un phénomène de société. Donc, ces données, elles nous sont utiles pour comprendre un certain nombre de choses. Une fois qu'on a compris, il faut qu'on agisse. Alors déjà, on affine les données, parce qu'effectivement, ça nous a quand même surpris, surtout que c'était 35% chez les moins de 35 ans. Donc là, ça relevait c'est plus le phénomène de société, c'est un phénomène de masse. Bon, on a creusé et on s'est rendu compte que ce qui relevait vraiment au sein de ces 15% de l'arnaque financière, non pas de la déception face au rendement d'un produit financier, qui est bien désagréable mais qui n'est pas une arnaque, c'était 3 et quelques %. Bon. Donc c'est malgré tout significatif. Et d'ailleurs, ça ne cesse d'augmenter pour tout un tas de raisons qui sont liées au monde digital qui est une merveille, crée beaucoup d'opportunités. L'innovation est fondamentale. C'est d'ailleurs très difficile pour un régulateur, mais on se soigne de continuer à croire en l'innovation et à accompagner l'innovation et ne pas se dire qu'au contraire, il faut la tuer dès qu'elle arrive parce que finalement, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc les données, elles nous sont extrêmement utiles pour agir à bon escient. Et d'ailleurs, très souvent, là où la régulation a tapé à côté, où elle a pris de mauvaises décisions, c'est parce qu'on n'avait pas les bonnes données. La crise financière de 2008, la grande crise financière, comme on l'appelle, c'est une crise de la liquidité. Ça faisait 15 ans que les régulateurs travaillaient sur la solvabilité. Pourquoi? Parce que c'était un peu le parent pauvre, la liquidité. On n'avait pas trop régulé, il y avait quelques petites régulations ça et là. Bon, c'est fondamental pour avoir une action efficace et donc créer de la confiance, d'avoir des indicateurs fiables. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance dans ce que l'on mesure, CE, ni dans ceux dont on mesure l'activité. Merci beaucoup, c'est valable pour les enfants aussi. Je te fais confiance, mais ça n'exclut pas le contrôle. Question. Ah oui. C'est la dernière, hein, c'est ça? Après, oui, c'est la salle. C'est ça normalement. Ah oui, Allez, alors on essaie, voilà. On essaie vite pour donner la parole à la salle, pardon. Hein, mais. Alors bonjour, Mathis Desmond, étudiant à Sciences Po Toulouse, et ma question s'adresse à Monsieur Comte-Sponville. Vous nous avez partagé tout à l'heure une distinction particulièrement intéressante entre la méfiance et la défiance. Cette distinction, elle était sémantique. Maintenant, moi, je me demande, en pratique, comment est-ce qu'on distingue au jour le jour cette défiance constructive qui nous protège de l'aveuglement, de cette méfiance qui nous place dans une posture de rejet systématique. En fait, comment est-ce qu'on choisit ce en quoi on croit? Ouais. Et juste, et votre question aussi, comme ça on prend les deux et puis on termine là-dessus. Du coup, Titon Colin Passéda de l'ENAC. Donc moi je me demandais, le rôle des institutions, mais aussi du directoire d'une entreprise, c'est principalement de contrôler.
Donc comment pouvons-nous faire comprendre aux différents acteurs que le contrôle peut leur être bénéfique et que ce n'est pas simplement une charge qui leur est appliquée? Vous y avez un peu répondu aussi. Alors on y va sur la... Ouais. Alors, comment est-ce qu'on choisit ce à quoi on croit? J'ai envie de vous dire, quand on en est réduit à choisir, c'est qu'on est mal barré. Vous choisissez de choisir que la Terre est plate ou que la Terre est ronde. J'ai vu un sondage, 9% des Français considèrent comme possiblement vrai que la Terre soit plate. 2% comme probablement vrai et 7% comme peut-être vrai. 9%, c'est inouï. Et chez les 15-25 ans, on arrivait à 12-13% de gens qui se demandent comment croire. Ben, je décide de croire que la Terre est plate. Autrement dit, on ne choisit que quand on ignore. Alors, quand il s'agit de volonté, c'est normal, je ne peux pas savoir ce que je vais faire, vu que tout dépend de ma volonté. Mais quand il s'agit du réel, il ne s'agit pas de choisir, il s'agit de connaître. Et donc, je disais tout à l'heure qu'au fond, la bonne confiance, celle qui est une vertu, c'est comme un juste milieu entre l'excès de crédulité, qui croit tout et n'importe quoi, qui fait confiance à n'importe qui, et l'excès de méfiance, qui ne croit rien ni personne. Si vous allez sur les réseaux sociaux, parce que les gens qui croient que la Terre est plate, ils ne l'ont pas lu dans les livres, évidemment. Ils l'ont vu sur les réseaux sociaux. Si vous renoncez à faire le travail intellectuel d'information, de culture, à faire des études, alors vous allez choisir, je suis complotiste ou je ne suis pas complotiste. Et le paradoxe du complotiste, c'est que c'est les deux, c'est à la fois un excès de crédulité. Les gens, on leur explique qu'on n'est pas allé sur la Lune, ils y croient, excès de crédulité. Et un excès de méfiance. Parce qu'on leur dit dans les livres, à la télé, on est allé sur la Lune, ils n'y croient pas. Et donc savoir gérer le juste degré de confiance et de défiance, ça relève de vous. Et il n'y a pas de critères mécaniques, il n'y a pas d'autres critères. Spinoza dit que la vérité est sa propre norme. La seule façon de trouver un critère de vérité, c'est de connaître la vérité. La seule façon d'être dans la bonne confiance, le juste milieu entre trop de crédulité et trop de méfiance, c'est de faire le travail intellectuel, de s'informer. Et de ce point de vue, plusieurs études confirment que de ce point de vue, les réseaux sociaux ont une lourde responsabilité. Les Français en général, enfin les humains, mais les jeunes en particulier, lisent de moins en moins et lisent de moins en moins de livres et vont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Or, plusieurs études montrent que ça n'a pas du tout le même effet intellectuel. Et donc, pour combattre le complotisme, pour combattre le fanatisme, pour combattre le populisme, il faut travailler. Il faut faire des études. Vous me permettrez, dans ce bel amphithéâtre, de le rappeler. Merci beaucoup. Sur la question que vous avez posée, comment faire comprendre que contrôler, c'est pas ne pas faire confiance. Vous avez un peu répondu à la question tout à l'heure. Oui, j'ai un peu répondu. Je pense que dans les entreprises, généralement quelconques, au-delà des entreprises financières, il y a effectivement tout un tas d'instances internes à l'entreprise qui sont chargées de contrôler. Bon, souvent, il y a des conseils de surveillance, par exemple, là, qui ont un nom qui parle. Néanmoins, lorsque ces entreprises vont faire appel public à l'épargne et donc aller chercher les investisseurs, il est important qu'il y ait un tiers de confiance qui aille un tout petit peu plus loin et qui s'assure effectivement qu'il y a toute l'information. On a parlé très peu finalement de finances durables. On a tout un pan de ce qui est dit par les entreprises sur lequel il est fondamental que les régulateurs agissent et agissent, je dirais, vite et fort. C'est sur le greenwashing, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, ça a été dit tout à l'heure, qui ont un engagement très fort pour se transformer, transitionner vers une activité plus durable, se décarboner. Et malheureusement, il y a de moins de gens qui y croient parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sans indicateurs, on revient aux indicateurs, sans que ce soit vraiment établi, parfois de manière un petit peu excessive. Et donc, là, il est urgentissime, si on ne veut pas que les entreprises elles-mêmes soient désincitées finalement à faire tous ces efforts,
Parce qu'au fond, si personne ne les croit, elles auront leurs convictions propres et c'est déjà une motivation forte. Mais si personne ne les croit et qu'en plus il y a des endroits où quand vous faites de la RSE, on vous considère comme persona non grata, on a un gros risque, il y a une régression considérable. Donc nous, on a une responsabilité éminente qui est d'arriver avec, bon c'est compliqué parce que la réglementation est d'une complexité redoutable et très récente, mais c'est d'arriver justement à jouer notre rôle de tiers de confiance et de dire quand on vous dit que c'est vert, c'est vert. Merci Marianne. Jean-Dominique. Juste pour dire, de grâce, ne résumez pas l'action d'un directeur de contrôle, etc., au rôle pur de contrôle. Un directoire ou un conseil d'administration ou même un comité exécutif, s'il ne faisait que cela, on serait perdu. Vous savez, tout a été dit sur le fait que quand un processus l'emporte sur la stratégie, l'entreprise n'est pas tardée à disparaître. Ça arrive encore aujourd'hui. J'ai quelques beaux exemples en tête, vous m'épargnerez des noms. Mais soyons clairs, le seul moyen d'en sortir de ça, c'est ce que je disais au début de mon propos, c'est la responsabilisation. Et pardonnez-moi, ce n'est pas vrai uniquement pour l'entreprise, c'est vrai pour la fonction publique, c'est vrai pour l'organisation de l'État et des territoires. Mon propos ne peut pas se limiter à l'entreprise. Cette responsabilisation, c'est ce qui permet, je crois, d'avoir une vraie ambition nationale pour l'avenir. Pour venir à votre point, il m'est arrivé une aventure un jour, je pose une question à un collaborateur dans un couloir totalement anodine. Je découvre 6 mois après que j'ai déclenché une quantité invraisemblable de reporting dans l'entreprise, des couches inouïes qui ont paralysé l'action de plusieurs directions pendant pas mal de semaines parce que j'avais posé une question anodine. Et le pire, c'est que l'année d'après, ils ont recommencé en se disant « il va forcément nous reposer la question ». J'ai arrêté de poser des questions. Quelle était cette question, Jean-Dominique Senard? Une vague question sur la part de marché d'un pneumatique en Asie. Allez donc savoir. Ah oui. Ça a été un drame. Alors, de grâce, en tous les cas, moi je suis vacciné. Si un directoire ou un conseil d'administration se contente du contrôle, l'entreprise va disparaître. Nous avons 15 minutes, un peu moins de 15 minutes de questions de la salle. Un peu moins. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Une question qui s'adresse à Jean-Dominique Senard. Donc, j'ai beaucoup vraiment apprécié votre intervention sur la raison d'être. Et permettez-moi d'être un peu plus défiant sur la partie sur l'innovation. Et je voudrais faire référence à Étienne Klein qui s'est beaucoup intéressé sur la sémantique de l'innovation et qui a dit que, en fait, la notion d'innovation, elle arrivait que très tardivement, elle a remplacé la notion de progrès. La notion de progrès, c'est le pari en un avenir meilleur. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qu'il dit, que l'innovation, c'est plutôt de se dire à un monde constant, à un monde qui rentre en contraction, on va essayer d'avoir une innovation pour essayer de garder le même confort. Donc on n'est plus vraiment dans un pari pour l'avenir, mais il y a des risques peut-être aussi de technosolutionnisme qui peuvent mettre en danger ça. Et du coup ma question c'est, j'ai l'impression que on a de moins en moins d'espoir en l'avenir, et du coup pour revenir du coup à la question de la raison d'être, quelle devrait être notre nouvelle raison d'être, notre nouveau moteur? Alors là, oui. Bon, je vais essayer d'être bref. Merci en tous les cas de poser le point sur l'innovation. Moi, je reste convaincu que l'innovation est un des éléments du progrès. Progrès d'ailleurs qu'on pourrait d'ailleurs souvent traduire comme une forme de bouleversement. À chaque fois qu'il y a une forme de progrès, on peut imaginer qu'il y a une forme de bouleversement. Mais l'innovation n'est rien d'autre qu'un des éléments qui la génère. Au passage, n'oubliez jamais qu'une innovation n'est rien qu'une invention qui a trouvé un marché. Il ne faut jamais oublier cela, sinon ce n'est pas une innovation. Une fois que vous avez dit ça, je crois que je me suis exprimé sur l'innovation tout à l'heure avec beaucoup de passion. C'est la clé de la survie des entreprises aujourd'hui, et ce que l'on voit se dérouler sous nos yeux, que ce soit en Chine, aux États-Unis, montre que si nous ne poussons pas ce concept en y consacrant des moyens considérables dans nos contrées européennes, nous allons avoir des soucis. Le décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis en ce moment est absolument béant, est en train de s'aggraver. Donc pour revenir au point, le progrès, oui, ça peut être une forme de raison d'être. Progrès vu comme un bouleversement qui ne peut se faire sans innovation. C'est comme ça que je répondrai à votre question de façon très simple.
Mais en tous les cas, elle est tout à fait centrale dans la vie de l'entreprise. Merci beaucoup. Une question? Oui, en fait, j'ai pas les... Si vous avez une voix très forte, vous pouvez tenter. Allez-y. Elle est là, Christophe, là. Ah. Oui, j'ai une question. Par ici. Oui. On vous a vu. Oui, une question. La confiance, c'est quelque chose qui procède de l'intérieur, mais on voit que ça dépend beaucoup de facteurs extérieurs. Et pour aller plus loin par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'était en quoi la spiritualité ou la foi peuvent faire partie de la solution pour retrouver cette confiance qui a été perdue dans une société où voilà, les repères ont changé, ont évolué. Je voulais voir avec vous si vous pouviez m'éclairer là-dessus. Merci. Oh, ils en ont beaucoup parlé déjà. Ouais. Oui, parce que je crois que la foi, c'est-à-dire, je traduis avec des mots plus accessibles, l'espérance fait partie des invariants humains. Et André l'a très bien dit tout à l'heure, une société sans confiance, c'est-à-dire sans espérance, se défait, elle se délite, puisque vous ne pouvez rien faire, rien échanger avec personne, puisque vous vous méfiez en permanence. Donc en fait, l'espérance est un invariant, il n'y a pas de société sans espérance, donc sans confiance, donc il faut retrouver les chemins de la confiance comme on veut, avec l'innovation, avec de l'intelligence, avec un risque, une part de risque, et s'il n'y a pas ce risque de la confiance, eh ben, vous ne pouvez rien faire. Une dernière question. Juste un mot pour dire qu'on ne peut pas réserver la spiritualité aux religions. Les religions sont des spiritualités, mais la spiritualité, c'est quoi? C'est la vie de l'esprit. Eh bien, que je sache, les athées n'ont pas moins d'esprit que les autres. Oui, Pourquoi auraient-ils moins de spiritualité? En tant qu'avocat d'André Comte-Sponville, je suis d'accord, c'est l'athée le plus spirituel que je connaisse. Voilà. Chemseddine, un mot aussi. Voilà. Moi, je rajouterais une valeur à côté de l'espérance, c'est la solidarité. Dans cette spiritualité, il nous est demandé à nous croyants de penser toujours à l'autre, de savoir quelle est sa situation, de se pencher sur lui lorsqu'il est fragile et lorsque, par les circonstances de la vie, il a trébuché. Tout à l'heure, le grand rabbin parlait des opérations caritatives qui sont au centre également de nos religions. Et je crois que la solidarité, c'est elle qui est à la fois dans un espace de collectivité. Nous devons continuer à nourrir cette espérance. Voilà, merci. On va les libérer parce qu'ils ont quand même parlé. Merci beaucoup à Jacques Attali, merci à Marianne Barbalayani, à André Comte-Sponville, Chemseddine Hafiz, Haïm Corsia, Jean-Dominique Sénard. Je voudrais aussi vous remercier. Vous avez été extrêmement nombreux à assister à cette édition de la Cité de la Réussite. Et je voudrais, voilà, il y a eu beaucoup d'écoute et c'est déjà le début de la confiance. Je voudrais remercier vraiment un petit mot et je voudrais que vous les applaudissiez, les organisateurs de cette Cité de la Réussite, Sylvain Kern, Marjorie Debert, Cécile Bornet. Merci également à la Sorbonne et merci d'avoir été si nombreux. 200 intervenants, 60 rencontres. Donc voilà une bonne raison de retrouver la confiance, non pas à l'année prochaine, mais à dans 2 ans, ici même. Merci à toutes et à tous.